Donc on reste dans la thématique de l'oxygénation et des patients graves sur le plan respiratoire. Donc on m'a demandé de traiter de la driving pressure dans le SDRA. Qu'est-ce qui se cache derrière ce genre de film d'action américain? C'est la pression motrice que les plus anciens connaissent peut-être, ou encore la pression de travail, à ne pas confondre avec les pressions de travail ou pression motrice à l'intérieur des machines qui n'ont absolument rien à voir avec cela. C'est une notion qui a posé beaucoup de problèmes en termes de compréhension. Au début, on croyait que c'était un seuil d'alarme à ne pas dépasser. Pour d'autres, c'était quasiment un processus lésionnel. Et enfin, pour les derniers, c'est peut-être la tendance actuelle, ça commence à être un seuil thérapeutique à atteindre ou carrément même un objectif de réglage respiratoire. Donc je vais essayer d'expliciter tout cela. Vous reconnaîtrez directement la fameuse courbe de respirateur classique que nous avons en VAC par exemple, la courbe rouge, qui décrit la fameuse montée de pressurisation, puis le plateau, puis la décroissance de la phase expiratoire. Le patient, lui, se comporte différemment. Ces pressions peuvent démarrer d'une PEP intrinsèque, s'il en a une, il en a souvent une, ne serait-ce que régionale. Et à ce moment-là, les courbes du patient seront radicalement différentes des courbes du respirateur. La phase initiale, cette phase-là, sera forcément en faveur du respirateur. C'est lui qui insuffle dans le patient. Donc cette pression de machine vont être supérieures aux pressions régnant dans les voies aériennes du patient. C'est évident, c'est le respirateur qui insuffle dans le patient. À la phase expiratoire, c'est quasiment l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que c'est le patient qui va être à l'origine de la bascule du régime de pression, et c'est le patient qui va expirer dans la machine. Et vous comprendrez aisément que les pressions du patient, ici en bleu, seront supérieures aux pressions des circuits que vous monitorez. Je vous rappelle que vous ne monitorerez jamais les pressions régnant à l'intérieur du patient avec en mode conventionnel. Vous ne monitorez que des choses qui se passent dans la machine, et par extrapolation, on peut essayer de déduire ce qui se passe dans le patient. Mais les mesures directement sont faites dans la machine et jamais dans le patient, en tout cas tant qu'on n'a pas mis les cathéters au bon endroit. Entre ces deux phases, je vous disais, où le respirateur insuffle dans le patient et où le patient expire dans la machine, se trouve la phase qui nous intéresse le plus, c'est la phase de plateau. Et au moment de l'équilibre des différents fluides, les pressions s'égalisent partout dans le circuit. Donc le patient, à ce moment-là, va faire partie d'un compartiment unique avec la machine. Et on peut dire à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, dans le plateau haut, que les pressions du patient sont reflétées réellement par les pressions mesurées. Et c'est d'où l'intérêt de mesurer les pressions au moment du plateau, et justement d'où l'origine de la crainte ou des différents seuils d'alarme qu'on a toujours mis sur la pression de plateau, et exclusivement sur les pressions de plateau, avec des valeurs qui ont varié de 30-35 en général. C'est ce qu'on nous a toujours enseigné, à avoir peur de ces valeurs de plateau. Mais est-ce que c'est vrai ? Pas tellement, quand on sait que cette pression de plateau, quand on la retranche de la pression minimale, autrement dit on a un plateau haut et un plateau bas, la différentielle est dénommée driving pressure, ou encore pression motrice. Alors cette pression de travail, elle représente en fait la différence entre deux états, un état gonflé, on va l'appeler comme ça, et un état dégonflé, un état pressurisé et un état en déflation. Donc c'est les deux schémas que vous voyez en bas de l'écran, donc un état en insufflation, un état en expiration, qui correspond donc aux deux moments clés, le plateau et puis la PEP. Entre ces deux moments, volumétriquement parlant, la différence est simple, c'est le volume courant. C'est ce que vous allez mettre dans vos systèmes respiratoires quand, après une expiration, vous pressurisez votre patient et vous le montez à son nouveau volume, autrement dit correspondant à une CRF plus son volume courant. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu obscur tout ça, mais si je ne retiens que ces deux éléments-là, je tombe directement sur quelque chose que tout le monde connaît déjà. Donc si je multiplie ou si je divise mon volume, ma variation de volume, en l'occurrence ici c'est le volume courant insufflé, par ma variation de pression, et c'est justement cette drive-in pressure, je tombe ni plus ni moins que sur ma fameuse compliance. Ça c'est une notion quand même avec laquelle on est beaucoup plus familier, et qui explique tout de suite pourquoi cette drive-in pressure est intéressante, parce que le SDRA est une pathologie de la compliance essentiellement, de la compliance à l'échelle pulmonaire globale. Je tiens à rappeler pour éclaircir encore plus les choses, c'est que cette compliance n'est pas une baisse de la compliance de tout le poumon dans son entièreté, mais bien une amputation du lit pulmonaire. C'est-à-dire que vous allez ventiler du poumon quasi normal, sauf qu'il est tout petit, parce qu'une grande partie est totalement amputée par le processus du SDRA. C'est comme disait Gattinoni, qui était on va dire pas l'inventeur, mais en tout cas celui qui a mis l'un des meilleurs vocables sur le concept, c'est small lung, not a stiff lung. C'est un petit poumon et non pas un poumon rigide. Donc un petit poumon amputé, donnant un petit poumon.
le fameux baby lung. Donc vous vous retrouvez avec un adulte qui a été amputé de 50% de son lit pulmonaire, donc il est distendu et ses compétences vont être automatiquement basses. Alors qu'est-ce que ça donne mécaniquement parlant? Ça c'est des extraits de résistance de matériaux, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec la médecine en tant que telle, mais en effet de matériaux, et il suffit de prendre une trombone et de la tordre dans tous les sens pour la cisailler. C'est exactement comme ça que ça se passe aussi sur le vivant. Si vous prenez du tissu vivant et que vous le tordez dans tous les sens pendant longtemps et à haute fréquence et avec de hautes contraintes, vous allez le cisailler. Il ne suffira pas de mettre de gros volumes, il faudra, ou des petits volumes justement, il faudra aussi s'assurer de limiter ces lésions de cisaillement. Et là prend l'importance, on prend toute la valeur de cette drive-in pressure qui est la variation entre un état haut et un état bas. Et cette amplitude de cisaillement, c'est elle qui va faire les lésions. Donc plus, ou plutôt moins on va bouger entre l'état inflation et l'état déflation, moins on aura de lésions. Plus cet écart sera grand, plus cette drive-in pressure sera grande, plus on aura des lésions de cisaillement, ce qui tombe sous le sens. Est-ce que c'est vrai chez l'humain maintenant? C'est parce que cette explication mécanique, on pourrait croire qu'elle ne s'applique pas à des tissus aussi élastiques que le poumon. Eh bien non, il s'applique parfaitement. Alors c'est une étude de Ciumello, c'est une grosse étude sur 4 groupes de patients avec des groupes témoins, des SDRA, des non-SDRA, des patients chirurgicaux et des patients médicaux aussi, pour bien comparer. Et dans tous les cas, la drive-in pressure transpulmonaire est directement liée à la déformation tissulaire et donc directement liée aux lésions de cisaillement. Alors vous remarquerez sur l'axe des Y, ils ont mis la drive-in pressure transpulmonaire pour justement éliminer tout ce qui est en rapport avec la paroi, pour que nos patients deviennent homogènes, pour qu'on puisse comparer un patient ou un autre patient, qu'il soit gros, petit, avec une paroi altérée ou pas. Est-ce que ça tue? Est-ce que ça a un impact sur le pronostic? Oui. Alors, si on compare les 3 paquets de courbes, donc sur la courbe de gauche, on voit que plus on augmente la drive-in pressure en maintenant une PEP, la PEP est en noir et la drive-in pressure est en grisé. Si on augmente la drive-in pressure en maintenant une PEP égale, la mortalité, représentée sur le diagramme du bas, elle augmente. Si à contrario, on augmente uniquement la PEP en maintenant cette drive-in pressure fixe, c'est-à-dire on joue sur la PEP en ne changeant globalement pas le volume courant, pour résumer, la mortalité ne bouge pas trop. À l'encontre, si on se permet de baisser à chaque fois le volume courant pour diminuer cette drive-in pressure et d'augmenter de manière concomitante la PEP, on abaisse la mortalité. Et c'est ce grand principe évident sur cette courbe-là qui nous permet de poser les bases fondamentales de la ventilation actuelle du SDRA, haute PEP, très haute PEP même, et petit volume courant. Toujours la même étude, donc il montre qu'il y a quand même une corrélation quasi linéaire entre la drive-in pressure et la mortalité, mais aussi la IFO2, donc je retombe sur ce que disait le professeur Madani, c'est parfaitement vrai, ce sont deux paramètres qui concourent à tuer de plus en plus de patients, des hyperoxies ou des besoins de forte IFO2 et une drive-in pressure sont corrélés à une plus forte mortalité. Quelle serait la valeur qui tue? Alors ça c'est une courbe de décroissance qui nous permet de voir que plus ou moins la valeur cut-off, ça serait plutôt entre 14 et 15, c'est-à-dire qu'au-delà de 15 cm d'eau de drive-in pressure, vous augmentez votre risque de mortalité chez les patients en SDRA. Je termine en donnant des ficelles, on va dire, pratiques au quotidien, comment utiliser la drive-in pressure au quotidien. Donc vous avez votre patient, vous êtes déjà en ventilation protectrice avec par exemple 6 ml par kilo, vous le ventilez, il passe d'un état d'une pression PEP à une pression de plateau de manière alternative, et puis vous avez besoin d'augmenter une PEP, je dirais par exemple, vous n'arrivez pas à le maintenir avec des IFO2 relativement élevés, et vous avez toujours de l'hypoxie, réflexe naturel, augmentez la PEP. Alors vous augmentez votre PEP d'une valeur donnée, et vous allez constater que dans un poumon, j'allais dire neutre mécaniquement, vous allez augmenter de la même manière votre pression de plateau. C'est tant mieux pour vous, et vous n'êtes pas bien avancé en fait. Par contre, vous aurez l'un des deux cas, ce que je vais exposer. Le premier cas qui lui entraînera une baisse de la pression de plateau, autrement dit, vous rajoutez une certaine valeur sur la PEP, mais il n'est pas répercuté sur la pression de plateau, et votre drive-in pressure est mathématiquement abaissé. Ce patient vous dit, moi je suis recrutable.
Hein, c'est un signe d'évolution. Mettez encore un peu plus de PEP, ce patient va s'améliorer, il améliore son lit respiratoire, son lit pulmonaire, d'autant plus qu'il est recruté. A contrario, un autre patient, à l'augmentation de sa PEP, va entraîner une augmentation incontrôlable de la driving pressure, et donc avec un plateau qui, lui, va aller très rapidement vers le haut. Ce patient vous dit, là, je suis sur distendu, vous m'avez mis une PEP trop élevée. Donc voilà, c'est quasi binaire. Si votre driving pressure diminue avec la PEP, c'est bon. Si elle augmente avec la PEP, c'est que votre PEP est trop élevée. Et je vous quitterai sur quelques messages. La driving pressure a une meilleure valeur prédictive que le volume courant ou que la fameuse ou l'ancienne pression de plateau. Donc, si on devait garder qu'un paramètre à surveiller de près, ça serait la driving pressure et non pas la pression de plateau seule. Gros bémol pour les patients qui ont encore de la ventilation spontanée, parce qu'elle peut très largement passer à côté de lésions pulmonaires en ayant une driving pressure correcte, mais avec des lésions pulmonaires majeures, parce que le patient concourt à ces lésions-là par sa ventilation spontanée. À ce moment-là, il faudra pousser les choses un peu plus loin et mettre par exemple un cathéter œsophagien pour faire la part des choses. Et je termine aussi en disant que l'atteinte pulmonaire ne dépend pas seulement que de la driving pressure. Ne focalisez pas uniquement sur ce paramètre, gardez-le à l'esprit, mais gardez aussi à l'esprit que la fréquence de l'impact de la ventilation est un élément aussi très important. Le débit et la forme de l'insufflation sont aussi très importants. Par exemple, une courbe décélérante semble être la plus douce vis-à-vis du poumon. Et enfin, l'hétérogénéité mécanique propre au PSDRA est un élément important. Ces différents éléments sont, à côté de la driving pressure, sont regroupés sous un concept un peu plus large, celui de driving power. Et je vous remercie. Merci Mamoun pour la clarté de l'exposé. Donc, il y a déjà une question. Alors la question est la suivante. Est-ce qu'on peut dépasser des valeurs de PEP de 20? On peut dépasser 22 PEP? Oui, en pratique, je ne sais pas si la question, oui, on peut allègrement les dépasser quand cette PEP est thérapeutique, par exemple dans le cadre des manœuvres de recrutement, parce qu'on peut faire des manœuvres de recrutement avec la PEP, et là on atteint sans aucun problème 30 et même 40 dans certains cas. Donc la valeur absolue de PEP ne nous fait pas peur. Maintenant, les PEP thérapeutiques qu'on va garder après les manœuvres de recrutement, c'est-à-dire la PEP que le patient va garder sur le reste des 24 heures, oui, on peut arriver à des PEP de 20, même si en pratique c'est déjà assez élevé. Et disons que globalement, quand les patients ont besoin de PEP aussi élevés, il serait peut-être temps de passer à des thérapeutiques un peu plus agressives, comme décubitus ventral ou les manœuvres de recrutement, justement. Est-ce qu'il y a une différence en matière de forme de débit? Je croyais que la forme du débit n'influençait pas sur le devenir des patients, que ce soit carré ou décédant. La forme du débit semble manifestement intervenir, même si on continue dans la plupart des modes à ventiler en mode carré. Actuellement, on est en train de s'orienter vers des modes décélérants ou au moins des débits en cloche, histoire de ne pas avoir le coup de boutoir du début de l'insufflation. Si tu vois par exemple sur certaines courbes de respirateurs, tu vas voir que la courbe elle monte de manière verticale et puis après elle s'incline un petit peu, avant même d'atteindre la fin de l'insufflation. Ça, c'est le signe qu'on a peut-être démarré un peu trop fort. Il serait peut-être intéressant de se mettre soit sur des débits carrés mais plus faibles, ou encore mieux sur des débits décélérants. Et c'est disponible sur les nouvelles machines actuelles, on peut rentrer directement dans la forme du débit. Donc oui, la forme du débit influe sur l'impact lésionnel. Oui. Une question de Kinitra. Sur le plan pratique, qu'est-ce que vous faites en SDRA en matière de prise en charge oui, bon, c'est une question un peu compliquée dans le détail, mais je dirais de manière stratégique, on fait beaucoup de manœuvres. Concrètement, où ça se jouerait, je dirais, concrètement, il faut commencer à faire des manœuvres de recrutement de manière quasi obligatoire sur tous les patients et hypoxémiques. Je dirais même que, sans qu'ils soient hypoxémiques, on commence même d'ailleurs à faire des manœuvres de recrutement au bloc opératoire, pour dire tellement c'est important. Et il ne faut surtout pas hésiter à faire du décubitus ventral, parce que l'ECMO n'est pas pour demain. Une question de Casablanca. En pratique, quel seuil de drive-in pressure faut-il préconiser? Je ne sais pas si préconiser est le terme parce que vous ne réglez pas la drive-in pressure de manière directe, c'est une valeur indirecte déterminée justement, vous l'aurez compris par l'équation tout à l'heure, elle est déterminée par la compliance du patient. Donc on ne préconise peut-être pas une drive-in pressure, mais disons à quel degré augmenter ma PEP
et abaisser mon volume courant, je pense que c'est peut-être comme ça qu'il faudrait libeller la chose, à quel niveau augmenter ma PEP et abaisser mon volume courant pour ne pas avoir une drive-in pressure qui m'échappe, et en pratique, il ne faut pas dépasser 15 de drive-in pressure. Donc ma consigne, ça serait d'augmenter autant que possible le volume, la PEP, en diminuant à 6 millilitres kilo, et à partir de là, de voir sa drive-in pressure. Si elle est excessive, si vous avez des grosses drive-in pressure, malgré toute votre ventilation protectrice, c'est le temps de faire des manœuvres de recrutement. Ou des décubitus ventrales, ce qui revient au même, ou les deux en même temps, ce qui est encore mieux.